Bienvenue, la grande édition en direct sur i24 News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Le coup de tonnerre politique en Israël. Binyamin Netanyahou brise le tabou. Le Premier ministre demande officiellement la grâce présidentielle. Après 5 ans et demi de procès et 2 semaines après la lettre explosive de Donald Trump au président Herzog, l'affaire qui a tant divisé le pays vit sans doute un virage décisif. Ni excuse, ni reconnaissance de culpabilité. Binyamin Netanyahou reste fidèle à sa ligne de défense. Il est innocent. L'intérêt national exige, dit-il, la fin de son procès. Pression désormais sur Yitzhak Herzog qui hérite malgré lui d'un dossier aux dimensions hors normes, et question ce soir autour des scénarios à l'heure où l'opposition crie au scandale. À Gaza, le Hamas continue de manœuvrer dans l'ombre du cessez-le-feu. Loin d'être immobile, le mouvement terroriste palestinien se réorganise. Nouveau commandant nommé dans le secret, infiltration répétée au-delà de la ligne jaune, tentative de contrebande d'armes depuis l'Égypte, du fil à retordre pour Tsahal qui multiplie en face les interceptions, frappes ciblées et opérations anti-tunnels. Le soutien vient de Washington. Israël n'a pas besoin de notre feu vert pour se défendre. Gaza doit être débarrassé des terroristes, dit-on à Washington. Une clarification qui survient au moment où le Qatar dénonce justement auprès des Américains l'attitude israélienne. Et puis cessez-le-feu ou pas, ils continuent d'exprimer leur haine d'Israël. Plusieurs milliers de personnes ce week-end encore dans plusieurs grandes capitales européennes, drapeaux palestiniens et slogans virulents. Ces manifestants réclament des sanctions contre Israël. À Paris, certains vont plus loin, appellent à la lutte armée et à la libération de Jérusalem pour en faire la capitale du monde musulman. Parmi les participants, des figures de la gauche et de l'extrême gauche. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les ingrédients sont donc réunis en Israël pour une nouvelle déflagration politique. Annonce ce matin en forme de séisme. Binyamin Netanyahou sollicite officiellement la grâce du président Herzog. Demande motivée non pas par une reconnaissance de culpabilité, mais bien par l'intérêt national au vu des immenses défis, dit-il, auxquels fait face Israël et de la lenteur d'un procès chronophage. On va se rendre tout de suite du côté de Tel Aviv. Bonsoir Jonathan Serrero, parce qu'immédiatement après cette annonce, Jonathan, mobilisation d'une partie de l'opposition, manifestation derrière vous ce soir à Tel Aviv, devant la résidence de la famille Herzog. Une manifestation organisée donc devant la résidence du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, un rassemblement spontané, organisé par des mouvements proches de la gauche israélienne et le centre israélien, des mouvements qui ont manifesté par le passé sur le carrefour Kaplan, des personnalités comme Shikma Bresler ou encore Yaya Fink. Il y a ici un bon millier de personnes qui se sont réunies devant la résidence du président de l'État d'Israël pour protester contre la volonté de Binyamin Netanyahou de bénéficier d'une grâce du président de l'État d'Israël, et donc à la suite du dépôt de cette demande faite par le chef du gouvernement israélien. Ici, les manifestants réclament du président Herzog de ne pas offrir cette grâce. Ils accusent Binyamin Netanyahou de porter atteinte à la démocratie israélienne. Ils craignent pour Israël qu'Israël devienne une dictature. Ce sont les slogans repris par les manifestants ici proches de la gauche israélienne. Ici, l'histoire retiendra que c'est le lancement aujourd'hui de la campagne qui va s'ouvrir, de la campagne électorale qui va s'ouvrir, puisque ici il y a un bon millier de personnes liées à l'opposition à Binyamin Netanyahou, mais l'appel lancé aujourd'hui par Binyamin Netanyahou, c'est un appel lancé en direction de son public, en direction de l'électorat de droite, pour se mobiliser contre l'appareil judiciaire israélien. C'est un événement politique majeur qui s'est déroulé aujourd'hui, avec donc ce dépôt de demande de grâce faite par le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Voilà, beaucoup d'ambiance à Tel Aviv ce soir. Merci beaucoup, Jonathan Serrero. Alors, on va revenir sur la chronologie des événements. Effet de surprise quasi total ce matin, même si Binyamin Netanyahou avait quand même laissé quelques indices ces derniers jours, comme la lenteur de son procès et la fréquence de ses convocations qu'il regrettait. Une situation, expliquait-il, incompatible avec son agenda de Premier ministre d'un pays en temps de guerre. Alors, comment interpréter ce virage, surtout dans la foulée d'un appel en ce sens de Donald Trump? Résumé d'abord des dernières heures, Christopher Baronin.
C'est par ce document que Benyamin Netanyahou demande officiellement une grâce au président Herzog. Le Premier ministre israélien est actuellement poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, fraude, corruption ou encore abus de confiance. Dans une déclaration publiée sur son compte Twitter, Benyamin Netanyahou dénonce, dit-il, de graves irrégularités au tribunal. Il affirme que l'intérêt d'Israël exige la fin de son procès. La réalité sécuritaire et diplomatique, l'intérêt national exige autre chose. L'État d'Israël fait face à des défis immenses et en même temps à des opportunités considérables. Pour repousser les menaces, pour saisir ces opportunités, une unité nationale est indispensable. Selon Benyamin Netanyahou, la poursuite du procès déchirerait le pays de l'intérieur et attiserait les divisions nationales. Je suis convaincu, comme beaucoup dans notre peuple, qu'une fin immédiate du procès contribuera grandement à apaiser les tensions et à promouvoir une réconciliation large dont notre pays a tant besoin. J'ai longuement hésité à ce sujet, mais ce qui s'est passé récemment a fait pencher la balance. En raison d'une décision du panel des juges dans le dossier, je suis désormais contraint de témoigner 3 fois par semaine. C'est une exigence impossible qui n'est imposée à aucun autre citoyen en Israël. Benyamin Netanyahou rappelle ensuite que le président américain a plusieurs fois appelé à la fin de son procès, notamment lors de sa dernière visite en Israël. J'ai une idée, Monsieur le Président, pourquoi ne lui accordez-vous pas une grâce présidentielle ? Cette demande officielle de Benyamin Netanyahou a évidemment été commentée, autant par l'opposition que par la coalition au pouvoir. Seule une personne coupable demande pardon. Le seul compromis possible est que Netanyahou assume ses responsabilités, admette sa culpabilité, quitte la politique et libère le peuple et le pays. C'est la seule façon de parvenir à l'unité du peuple. La grâce accordée au Premier ministre Netanyahou est essentielle pour la sécurité de l'État. La réforme du système judiciaire et en particulier d'un parquet corrompu et corrupteur qui a fabriqué les dossiers contre Netanyahou est elle aussi essentielle pour la sécurité de l'État. Il n'y a aucune contradiction entre les deux sont importantes. J'en appelle au président Herzog. Vous ne pouvez pas accorder une grâce sans aveu de culpabilité, sans expression de regret et sans retrait immédiat de la vie politique. L'entourage de Benyamin Netanyahou a déjà affirmé à i24 News qu'il n'envisageait ni aveu de culpabilité, ni démission de son poste de Premier ministre. Alors sommes-nous repartis pour un nouveau cycle de division ou peut-on espérer un apaisement? On en parle ce soir avec Ariel Kana qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir Ariel Kana, merci d'être avec nous, vous êtes correspondant diplomatique pour Israël Hayom. Alors c'est vrai qu'on peut interpréter dans les deux sens cette demande de Netanyahou, ou bien il veut éviter une condamnation, ce que dit d'ailleurs l'opposition, ou bien il sait que son procès est en train peut-être de tourner en sa faveur et il se dit peut-être qu'il est temps d'en finir avec ses rendez-vous, ses convocations à répétition et donc avec une grâce. C'est intéressant. Si vous posez la question à Netanyahou lui-même, il dit « Je demande grâce, pas pour moi. Moi, je voudrais continuer le procès jusqu'au bout pour prouver mon innocence. » Et beaucoup de gens du Likoud, proches de lui, qui sont en colère contre lui, qui lui demandé grâce en disant « On se bat pour vous depuis des années, pour la justice, votre innocence. Et maintenant, vous demandez grâce. » En tout cas, Netanyahou dit qu'il fait cela pour l'État, pour pouvoir gérer les affaires de l'État. Moi, je crois qu'en fin de compte, il y a ici des circonstances qui s'accumulent, tant juridiques. Sa situation dans le procès est à peu près correcte et ce qui va à son encontre est contre lui, mais il a besoin aussi d'être soutenu et tout cela dure tellement depuis tant d'années, les disputes autour de lui, dans le public, on s'occupe de détails, de champagne, de cigares, de choses sans importance et le fait que Donald Trump dit arrêter ce procès et terminer cette saga. Tout cela ensemble exprime une volonté publique en Israël d'en terminer dans des circonstances acceptables et le président Herzog considérera les choses de manière positive, à mon avis. Donc vous dites le game changer, c'est l'intervention de Donald Trump. Et est-ce que pour vous, ce que veut l'opposition, au final, c'est une condamnation de Netanyahou ou bien c'est surtout ce retrait de la vie politique et dès lors que ce serait acquis, eh bien, peu importe ce qui se passe avec le procès? Sans aucun doute, l'opposition souhaite que le procès serve
pour faire partir Netanyahou de la politique. Ça n'arrivera pas. Netanyahou ne quittera pas ses fonctions, même provisoirement, et je pense qu'au maximum, ce qu'il donnera, et c'est ce qu'il a dit officiellement, c'est peut-être une gestion plus raisonnable des réformes juridiques et de la presse qui sont moins bien acceptées dans le public en partie. Mais un accord de grâce pour une retraite ou pour renoncer à la réforme juridique ou n'importe quoi d'autre, ça ne sera pas le cas. Et donc, la chance qu'il y ait une grâce n'est pas très élevée, même si Herzog dit oui, il y a beaucoup de choses avec l'intervention de la Cour suprême, etc. Je ne pense pas qu'on arrivera à avoir une grâce en fin de compte. Donc, c'est pas gagné. Yitzhak Herzog devient quelque part, aujourd'hui, le personnage le plus puissant du pays, quelque part. À ce propos-là, oui. Et je vous dirai autre chose. Je pense qu'il est prêt à cette mission. Le président, pour lui, voudrait que la conseillère juridique ait décidé depuis longtemps d'arrêter le procès. Là, elle n'en a pas été d'accord. Et donc, il comprend que c'est maintenant la balle qui est dans son camp. Et il faut rappeler que son père, le président Chaim Herzog, dans les années 80, a donné une grâce qui faisait précédent pour l'affaire du Shabak. Et son père faisait ça pour le bien de l'État. Le président actuel va suivre les traces de son père et va demander quelque chose en retour à Netanyahou. Mais je pense et je suis sûr que le président Herzog veut en terminer de cette déchirure dans la population qui le fait beaucoup souffrir. Le gardien de la paix sociale, d'ailleurs, c'est l'un de ses rôles, effectivement. Merci beaucoup, Ariel Kahana, d'être venu ce soir sur notre plateau. Allez, on va retrouver notre analyste politique pour quelques questions en direct, cette fois-ci de Jérusalem. Et c'est Daniel Haïk qui est en direct de la capitale ce soir. Bonsoir Daniel, le parfum de la politique qui revient en marge de la guerre. D'abord, peut-on vraiment, Daniel, parler d'effet de surprise concernant cette démarche du Premier ministre Binyamin Netanyahou ? Écoutez David, d'une certaine manière oui, mais je vous rappelle que le 12 novembre, le président américain Donald Trump avait envoyé une lettre demandant au président israélien de gracier Binyamin Netanyahou, et je me rappelle vous avoir dit dans votre studio à ce moment-là que pour que Binyamin Netanyahou fasse une demande qui était incontournable pour essayer d'obtenir une grâce, eh bien il fallait qu'il soit persuadé qu'il ne puisse pas avoir le moindre zeste de culpabilité. Et donc c'est effectivement dans la formulation de la demande de Binyamin Netanyahou aujourd'hui ce qui s'est passé. Binyamin Netanyahou exige ou réclame une demande d'amnistie, mais il n'endosse aucune responsabilité. Il ne parle pas de culpabilité concernant les procès dans lesquels il est impliqué. Et c'est le point important, et c'est ce qui fait la distinction, par exemple, avec les propositions de compromis, d'accords de compromis qui ont été faites au cours des dernières années et qui n'ont jamais abouti parce qu'il fallait qu'à chaque fois Binyamin Netanyahou avoue être coupable, ce que le Premier ministre ne peut pas faire et ne fera probablement jamais. Voilà, vous aviez vu juste à l'époque, effectivement, Daniel. Toujours écouter Daniel Haïk. Daniel, le président Herzog sous pression aujourd'hui, il est face à un dilemme. D'abord, quelle marge de manœuvre peut-être pour lui ? Que peut-il faire concrètement ? Bien, il est effectivement confronté à un véritable dilemme. Ariel Kahana en a parlé. Et je dirais que d'une certaine manière, s'il accepte la demande de Binyamin Netanyahou, qui est aussi, rappelons-le, la demande du président américain Donald Trump, eh bien, il satisfera bien entendu la droite israélienne, il rendra heureux le président américain et Binyamin Netanyahou, mais il va s'attirer les foudres de la gauche israélienne qui l'accusera d'avoir permis à Binyamin Netanyahou de rester dans la vie politique, alors que lui-même, Yitzhak Herzog, qui termine son mandat dans 2 ou 3 ans, eh bien, envisage peut-être d'être le futur leader de la gauche israélienne. Cela hypothéquera ses chances à ce niveau-là. Si par contre il refuse, eh bien il s'attirera les foudres de la droite israélienne, la déception profonde du président américain qui se verra obtenir une fin de non-recevoir à ses requêtes multiples concernant Binyamin Netanyahou, et cela risque d'une certaine manière de froisser les relations entre les deux présidents. Donc le président des deux côtés doit hésiter.
il faut envisager une solution possible. Même Ariel Kahana l'a évoqué, c'est le fait qu'il y ait une sorte de deal entre Benyamin Netanyahou et le président Herzog. Oui, j'accepte de vous accorder une amnistie, mais en échange, comme vous l'avez dit dans votre demande, même dans votre vidéo, eh bien, apaiser les tensions au sein de la société israélienne, mettez de côté les dossiers qui fâchent et qui ont suscité de véritables fractures au sein de la société israélienne, comme par exemple la loi sur tout le projet de loi concernant la réforme judiciaire, ou même peut-être la loi sur l'enrôlement des élèves des instituts talmudiques. Alors c'est ça, Daniel, la dernière question. Le deal dont vous parlez, ce serait ou bien sur la réforme judiciaire, y renoncer, ou bien peut-être un retrait carrément de la vie politique de Benyamin Netanyahou à terme, sur une date fixée? J'avoue avoir beaucoup de mal à envisager que Benyamin Netanyahou accepte le principe d'un retrait de la vie politique. Il n'en a pas parlé, il n'en est pas question dans sa demande, dans la demande de son avocat, dans sa demande personnelle, dans la vidéo qu'il a fait diffuser aujourd'hui. On a beaucoup de mal à imaginer que de son propre gré, Benyamin Netanyahou accepterait de se retirer. S'il fait une demande, ce n'est pas pour aller vers cet aboutissement, c'est au contraire pour montrer que lui, son intérêt et l'intérêt de la nation prime sur son intérêt personnel, et que même si on avait été jusqu'au bout de son procès, il serait certainement sorti innocenté. C'est dans cette perspective qu'il faut considérer l'initiative de Benyamin Netanyahou aujourd'hui. Voilà, la balle dans le camp d'Yitzhak Herzog. Merci beaucoup, Daniel Haïk, devant la résidence officielle du président israélien dans l'un des plus beaux quartiers de Jérusalem. Allez, quelques questions également d'ordre juridique, on va dire, en ligne avec nous cette fois-ci le docteur Déborah Abitbol. Bonsoir et merci. Vous êtes diplômé de l'école doctorale Panthéon Assas en droit international, et vous êtes aussi diplômé de l'université Paris 2 Panthéon. Alors, il y a en Israël cette particularité qui consiste à demander une grâce sans reconnaître sa culpabilité. En cela, est-ce que c'est une différence notable par rapport à la France, par exemple, entre autres pays? Alors oui, effectivement, on a cette possibilité qui est offerte par la loi de 67, qui permet justement au président israélien, c'est une de ses prérogatives, d'octroyer la grâce. Alors ce qu'il y a un petit peu d'original, c'est que si je peux reprendre un petit peu la lettre qui a été envoyée. Donc, on parle d'une demande de grâce de 14 pages, qui est très argumentée quand même au niveau du droit, très fournie au niveau factuel. Je dirais que c'est une demande qui est un peu audacieuse, parce qu'elle tombe à un moment où il y a une problématique au niveau sécuritaire, on est en cessez-le-feu, mais en même temps, on voit qu'il y a quand même beaucoup de violations. Et en même temps, elle reprend à son compte et à son avantage la fracture sociale qu'on connaît et qui existe, bien évidemment, même avant le 7 octobre. Donc, par rapport à Daniel, mon cher Daniel Haïk, j'ai peut-être quand même une petite réserve sur le fait de savoir qu'il y a quand même une petite responsabilité qui est prise par Netanyahou au sein même donc de cette rédaction, où il dit à Nimodé, je sais que je suis à l'origine de cette fracture, en tout cas dans une moindre mesure, et j'aimerais aujourd'hui faire passer l'intérêt public par rapport à en tout cas en priorité par rapport à mon intérêt personnel. Donc il y a quand même, oui, une prise de responsabilité. Cette demande de grâce reprend à son compte, et aussi de façon très technique et très stratégique, le fait qu'il y a eu une enquête qui est relativement critiquable, avec des interrogatoires un peu musclés, avec des journalistes qui ont subi des pressions. Donc les avocats ont été très intelligents de reprendre à leur compte dans le cadre de l'argument, et pour mettre au grand jour, puisque tout de suite elle a été publiée, cette demande de grâce, de dire qu'en fait on constate d'ores et déjà des irrégularités de forme dans tout le procès Netanyahou, et notamment sur le fait qu'il y a énormément de preuves qui ont été soutirées par les enquêteurs de façon illégale. Alors, j'ai envie de vous dire aussi également que ça intervient dans un contexte où le système judiciaire est un petit peu ébranlé. Je ne dis pas qu'il a failli complètement, mais qu'il est ébranlé, et notamment avec l'arrestation de la Patsarit, de la procureure générale de l'armée, Ifat Tomer Yerushalmi. Donc on est dans ce contexte. Je pense que le moment a été bien choisi, et effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec une demande qui va diviser
Alors, bien évidemment, la jurisprudence est très fournie. Il faut savoir que c'était le juge Agranat Shimon, qui est un natif américain. Alors, il a été président de la Cour suprême de 65 à 76. C'est lui qui a initié, qui a donné les pleins pouvoirs, sans son suivi, bien évidemment, des jurisprudences du juge Shamgar, du juge Stein. Et à chaque fois, comme l'avait dit un de vos intervenants, à chaque fois, on a donné les pleins pouvoirs. Et l'originalité ici, David, c'est qu'on peut gracier avant même qu'il y ait eu condamnation. Voilà. Et évidemment, ça a été sur la base de l'intérêt supérieur, enfin l'intérêt public, si je puis dire, qui prime l'intérêt supérieur public, qui prime en fait sur l'intérêt personnel du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Donc gracier avant la condamnation, grande particularité d'Israël. Et donc vous décelez un timing intéressant et un début peut-être d'aveu. Effectivement, c'est soumis, c'est sujet à interprétation dans ce message de Netanyahou. Merci beaucoup à vous, maître Déborah Abitbol, pour cet éclairage juridique ce soir en direct. On referme cette page politique et c'est l'actualité sécuritaire qui reprend ses droits tout de suite. On va commencer par le front sud, Gaza, et toujours cet entre-deux dangereux, officiellement le cessez-le-feu dans les faits, des violations permanentes de l'accord et des efforts constants du Hamas pour se réarmer. En face, l'armée israélienne, en alerte permanente évidemment, en témoignent, vous allez le voir, les récentes éliminations de terroristes qui tentaient de sortir des tunnels. Image commentée par Mathieu Winding. Tôt ce matin, plusieurs terroristes tentent de s'enfuir d'un tunnel à Rafah. Dans le viseur d'un avion de chasse, les terroristes ont rapidement éliminé. Parmi les terroristes neutralisés, un commandant de bataillon et son adjoint. Les deux avaient dirigé un commando du Hamas qui s'est infiltré en Israël le 7 octobre. Les opérations contre les infrastructures souterraines du Hamas à Rafah durent depuis plusieurs jours. La semaine dernière, 20 terroristes qui tentaient de s'échapper ont été neutralisés. 8 se sont rendus et ont été transférés en Israël pour être interrogés. D'après les témoignages des terroristes qui étaient coincés dans les souterrains, la nourriture commence à manquer, ce qui les pousse à fuir. Entre 60 et 80 terroristes seraient encore dans les tunnels. Hier, de jeunes frères palestiniens ont été tués lors d'une opération de l'armée israélienne à Gaza. L'armée a déclaré que 2 suspects avaient franchi la ligne jaune qui sépare la bande côtière en 2 zones distinctes, celle contrôlée par Tsahal et celle contrôlée par le Hamas. Justement, dans la zone contrôlée par l'organisation terroriste, de nombreux postes laissés vacants par la guerre ont été pourvus par le Hamas. Cela comprend des nominations au sein de la branche militaire, du bureau politique et du conseil de la Shoura. Selon la chaîne saoudienne Al Arabiya, le Hamas a formé un comité technique chargé de préparer le transfert du pouvoir et de l'administration à Gaza, ouvrant ainsi la voie à la prochaine étape, un comité de technocrates qui assumerait le contrôle total de la bande de Gaza dans le cadre du plan américain. En Égypte, des centaines de Palestiniens s'entraînent pour former les futures forces de police à Gaza. En août dernier, le chef de la diplomatie égyptienne avait annoncé son intention de former plus de 5000 policiers pour maintenir l'ordre à Gaza. Et pour y voir plus clair avec nous ce soir, Mathias Inbar, bonsoir, notre expert défense, et Doron Avital, merci d'être avec nous, ancien commandant d'unité spéciale de Tsahal et ancien député Kadima à la Knesset. On va commencer avec vous, Doron Avital. Le Hamas qui est plus actif, on vient de le voir que jamais à Gaza, il fallait s'y attendre évidemment. Ça sert à cela, un cessez-le-feu du point de vue terroriste, c'est ce qu'il faut rappeler peut-être pour comprendre ce qui se passe en ce moment ? Ce que fait le Hamas, c'est qu'il renforce le contrôle de la situation et son contrôle de la bande de Gaza. Il a à reprendre le contrôle des autres milices et c'est ça qu'il fait. Et ce qui nous intéresse tous, c'est comment se passera la prochaine étape que nous souhaitons voir arriver, le désarmement du Hamas. Est-ce possible sans l'intervention de Tsahal? Question complexe et ouverte. Et il faut réfléchir intelligemment à ce qui est possible. Alors Mathias, l'essentiel se joue en ce moment, on l'a bien vu, c'est dans le sud de Gaza, Rafah, Khan Younes, la fameuse frontière avec l'Égypte. S'il y a bien un secteur à garder sous contrôle, c'est celui-là. Oui, parce que l'Égypte continue à jouer un double jeu. Enfin, l'Égypte, certains soldats à la frontière, on sait, ce n'est pas une nouveauté, que je vous apprends que vous savez, les soldats égyptiens qui sont à cette frontière entre l'Égypte et Gaza sont les moins bien payés, généralement, de l'armée égyptienne, donc ils laissent passer. Il y a beaucoup de bédouins aussi, c'est un no man's land, donc ils laissent passer encore une fois beaucoup d'armes. Il y a ces transferts, ces trafics d'armes aériens. Il ne se passe pas un seul jour en ce moment sans qu'il y ait une intervention du corps de collecte et des renseignements et des soldats et des troupes au sol qui empêchent l'arrivée de drones depuis l'Égypte via Israël en direction de Gaza. Et puis surtout, on le voit,
le Qatar joue aussi un double jeu et le Hamas en même temps. Ce dont parlait exactement à l'instant Doron, c'est que lorsque le Hamas dit « nous avons proposé une solution pour trouver une issue aux terroristes dans les tunnels de Rafah », c'est un trompe-l'œil. Bien évidemment, ils attendent qu'une chose, c'est que la communauté internationale condamne Israël. N'oublions pas quand même que ces hommes, comme dit le Hamas, ce sont des terroristes à la base. Effectivement, c'est ça le problème peut-être de Rana Vital. L'Égypte, il n'y a peut-être pas assez de pression sur les autorités du Caire pour qu'elles fassent leur travail, le long de la frontière avec Israël et Gaza. Le problème est bien plus complexe. Ça n'est pas simplement technique avec l'Égypte, c'est la question de l'étape suivante et du plan Trump et ce qu'il signifie. Jusque ses conséquences. La solution à Rafah ou ailleurs, c'est un problème tactique local. Le problème central, c'est qu'est-ce qui va se passer plus avant avec Gaza. Et c'est un problème complexe, lié aussi aux forces entraînées par les Égyptiens pour avoir une police. Cette force internationale, qui sera-t-elle? Que va-t-il se passer avec les désarmements? On a des rumeurs qu'ils sont prêts à déposer leurs armes lourdes, le Hamas, mais pas leurs armes légères. Comment continuer? Quel sera le rôle de l'autorité palestinienne que nous refusons? Et donc, les Américains vont mettre tout leur poids sur la prochaine étape. Nous devons travailler avec eux. Et Israël a un dilemme. Le dilemme, c'est la situation à Gaza. Nous ne prendrons pas le contrôle de Gaza, c'est pas vraiment une chose possible pour nous. Nous n'avons pas les ressources ensuite pour reconstruire Gaza. Donc le dilemme est plein. Nous devons travailler avec les Américains et écouter sérieusement ce qu'ils suggèrent et voir comment réaliser tout cela. En tout cas, signal intéressant pour la suite. Israël n'a pas besoin de notre feu vert pour se défendre. C'est l'ambassadeur américain au Liban qui l'a déclaré. Vous restez avec nous tous les deux. Alors, même vigilance, plus au nord, évidemment, le long de la frontière syrienne, aussi libanaise. Tsahal est contraint de s'employer face aux différentes milices et en tête le Hezbollah. À Jérusalem, on n'accorde aucune confiance à la FINUL, la fameuse force onusienne d'interposition au sud Liban. L'état-major de Tsahal redoute, au-delà de l'inefficacité de cet organe, une complicité avec le mouvement pro-Iran. Explication Chani Guidalia. La méfiance de Tsahal à l'égard de la FINUL grandit jour après jour. De hauts responsables de Tsahal craignent que des documents et des photographies prises par la FINUL sur les opérations israéliennes à la frontière ne soient divulguées au Hezbollah. Une information révélée ce matin par la radio israélienne. En effet, les casques bleus ont mandat et autorité pour accéder aux zones d'activité de Tsahal à la frontière afin de documenter la zone. Les responsables israéliens craignent que ces photographies ne parviennent au Hezbollah, qui pourrait les utiliser pour planifier des opérations terroristes. La FINUL n'apporte rien de bon. Ils ne contribuent en rien, et certainement pas au désarmement du Hezbollah, et nuisent à la liberté d'action de Tsahal. Plutôt, ils quitteront la zone et mettront fin à leurs activités, mieux ce sera. La méfiance de Tsahal envers la FINUL s'est considérablement accrue ces derniers mois suite à plusieurs événements inhabituels. En octobre, des terroristes du Hezbollah interrogés par Israël ont révélé que la milice chiite avait versé de l'argent au personnel de la FINUL pour utiliser leur base pour des opérations. Une information que la FINUL a démentie. Tsahal a également découvert un document officiel de la FINUL qui désignait Israël comme l'ennemi. Après qu'Israël a exigé des réponses, la FINUL s'était excusée pour la formulation. Elle avait ensuite déclaré qu'elle avait copié les termes de l'armée libanaise et avait oublié de les corriger. Enfin, au début de l'année, un chef de l'armée libanaise aurait remis au Hezbollah des informations classifiées et sensibles dans une pièce gérée conjointement par les États-Unis, la France et la FINUL. Alors que le cessez-le-feu est toujours aussi fragile entre Israël et le Hezbollah, le Conseil de sécurité des Nations Unies a annoncé qu'il prolongerait la mission de maintien de la paix au Liban jusqu'à la fin 2026. Et on va revenir sur cette opération menée avant-hier par Tsahal, donc dans le sud de la Syrie, des membres de la Jama Islamiyya qui ont été arrêtés et qui ont avoué des liens avec le Hamas et avec le Hezbollah. Bonsoir Chani Guidalia. Des interrogatoires, Chani, riches en enseignements apparemment. Oui David, les personnes qui ont été interpellées ont reconnu pendant leurs interrogatoires qu'ils entretiennent des liens avec le Hamas, le Hezbollah et l'Iran, qu'ils ont aussi reçu des financements pour s'armer et perpétrer des attaques contre Israël. C'est important quand même de souligner que la Jama Islamiyya avait nié toute activité en Syrie. Évidemment, c'est une information qui est désormais contredite par ses aveux. On rappelle que la Jama Islamiyya, c'est un mouvement sunnite libanais
l'année, qui a été créé comme branche des frères musulmans au Liban. Et sa branche armée collabore depuis sa création avec plusieurs organisations terroristes. En revanche, côté israélien, la position reste ferme. Tant qu'un accord global ne sera pas signé avec Damas, un accord qui ne se limiterait pas seulement aux aspects sécuritaires, eh bien Israël prévoit de maintenir ses positions stratégiques en Syrie comme levier de pression et notamment le mont Hermon. Donc rien qu'avec cette décision, Israël envoie un signal clair à ceux qui veulent exploiter la Syrie pour frapper le territoire israélien. C'est que l'armée restera prête et agira tant que des organisations terroristes menaceront Israël. Alors dans le même temps, Chani, l'Iran qui parraine une grande partie des ennemis d'Israël, eh bien, veut parer à une opération majeure de Tsahal au Liban prochainement, puisque Téhéran accélère son réarmement par crainte d'une frappe israélienne. Oui, l'Iran profite de ce silence précaire pour continuer, pour réarmer ses proxys. Tout d'abord, il reconstitue les capacités des Houthis au Yémen. Il organise des transferts d'armes vers la Judée-Samarie en vue d'attentats en Israël. Il réarme également le Hezbollah au Liban et il réarme aussi les groupes terroristes qui opèrent en Syrie pour d'éventuelles actions contre Israël. Donc la raison, c'est que l'Iran anticipe en réalité une frappe israélienne, une intervention israélienne après le 31 décembre. On rappelle que c'est la date butoir à laquelle le Hezbollah est censé avoir terminé son désarmement. Et l'Iran continue d'alimenter le Hezbollah. Et il faut préciser que Téhéran a quand même envoyé $1 milliard au Hezbollah en 4 mois. Et ce sont des fonds qui transitent via des réseaux et des voies de contrebande en Irak, en Turquie et en Syrie. Et la véritable priorité iranienne, eh bien, c'est de reconstituer son arsenal balistique et de relancer ses réseaux terroristes. Puisque pour les dirigeants iraniens, le recours au terrorisme, c'est l'essence même du régime. Effectivement, malheureusement. Merci beaucoup, Chani Guidalia. On vous retrouve, Doron Avital, Mathias Inbar. Doron Avital, l'Iran qui sort de son relatif silence une semaine après l'élimination du chef d'état-major du Hezbollah. Israël représente une menace pour la paix, c'est ce que dit Téhéran. Israël a franchi la ligne rouge. À votre avis, que prépare Téhéran en ce moment ? Je ne suis pas dans une situation. Ils ne sont pas dans une situation de réagir. Ils peuvent essayer d'agir à l'extérieur du pays. Ils ont trop de problèmes intérieurs. Ils ont un gros problème d'œuvrer comme ils le faisaient par la Syrie. Les choses ont changé. Ils sont encore un ennemi âpre. Mais je ne peux pas calculer ce qu'ils ont l'intention de faire concrètement. Ils devraient s'organiser encore avant d'agir. Mais le terrorisme est toujours une possibilité, une option que l'on peut mettre en place avec des moyens relativement faciles. Au-delà de cela, bien sûr, il faut attendre et voir venir et ne pas permettre au Hezbollah de s'installer comme il voulait le faire à Beyrouth, et les problèmes de la frontière syrienne, comme vous l'avez décrit, sont aussi à prendre en compte. Vous dites que l'Iran n'est pas en mesure pour l'instant de mener des opérations directement, frontalement face à Israël, et donc c'est la piste des attaques à l'étranger qui est privilégiée par Téhéran en ce moment ? Je suis sûr que maintenant, et ça c'est un sentiment personnel, je peux me tromper, je n'ai pas les renseignements, qu'une action directe aujourd'hui ne servirait pas à leurs objectifs sur quelque front que ce soit. Je ne suis pas sûr, après le coup qu'ils ont reçu, qu'ils aient les capacités d'obtenir des résultats en attaquant directement Israël. Ce qu'ils peuvent faire par contre, et c'est ce qu'ils voudront faire, c'est utiliser le terrorisme, action terroriste, planification, etc. Et ça peut être sur divers fronts, ça peut être au Liban, ça peut être aussi en Syrie, etc. Et donc, c'est en Syrie une autre réorganisation. C'est un très grand succès pour nous qui bloque entre nous et l'Iran. Et ils peuvent agir aussi en dehors d'Israël avec toutes sortes de cellules en action directe, une attaque directe. Ce serait une erreur gravissime de leur part. Je ne pense pas qu'ils soient à ce point capables de faire un si mauvais calcul. Ouais, Mathias, menace de l'Iran ou pas, en ce moment, Israël fait les ménages à sa frontière nord et notamment au Liban. Tout peut aller très vite, vous pensez, notamment du côté du sud Liban ? Ça peut aller très vite. En même temps, Israël a lancé un avertissement très clair. Même si le gouvernement américain essaye aussi de soutenir Israël, le Liban n'entend pas cet appel. Et le Liban, pour l'instant, peine à prouver aux Américains qu'il veut désarmer le Hezbollah. La preuve, c'est qu'il y a une contre-attaque de communication
de la part de certains médias libanais qui disent que ce que veut Israël, c'est une guerre civile. Ce n'est pas ce que veut Israël. Israël dit tout simplement, c'est à vous, messieurs, de faire le travail. Ce n'est pas à nous, à la base, de désarmer le Hezbollah. Le Hezbollah est un problème libanais. Certes, ça devient un problème israélien parce que le Hezbollah est au Liban, qu'il se sert des instances du Liban pour attaquer Israël, comme le voulait l'Iran. Mais à la base, le Hezbollah est un problème libano-libanais. Donc si le Liban, effectivement, ne fait pas son travail, bien, Israël doit le faire. Maintenant, j'aimerais juste, effectivement, compléter ce que disait à l'instant Doron pour mieux comprendre. Actuellement, l'Iran, en plus de son programme balistique, est en train de lancer une campagne de harcèlement, de cyberharcèlement en Europe et en Israël pour aller chercher tous les journalistes, les sécuritaires, les académiciens, dont fait partie par exemple les sécuritaires d'Oron, comme font partie des journalistes. Ils ciblent actuellement exprès, non pas pour les harceler au niveau du cyber, mais pour avoir des informations, pour ensuite aller les tuer, les éliminer, pour prouver au guide suprême qu'ils sont aussi capables de faire le travail. Le danger, il n'est pas que du programme militaire, pas que balistique, mais également ce programme de cyberharcèlement qui vise, je précise, non pas que des Israéliens, mais aussi ceux qui soutiennent Israël en Europe et en France particulièrement. Voilà, vous vous êtes complétés ce soir. Merci beaucoup Doron Avital et Mathias Inbar. En bref, toujours au chapitre sécuritaire, sachez que les forces israéliennes ont arrêté la nuit dernière une cellule de 5 terroristes à Bartaha. C'est dans le secteur de la brigade de Ménachi, en Judée-Samarie. D'après un communiqué conjoint de la police, des renseignements et de l'armée, les membres du groupe prévoyaient de commettre une attaque dans un délai très court. L'opération menée par l'unité d'élite Yamam et des forces de la brigade Ménachi a été réalisée sur la base de renseignements fournis par le Shabak. Et en parallèle, les forces de sécurité israéliennes poursuivent leurs actions préventives contre les activités terroristes dans le nord de la Samarie, dans le cadre de l'opération 5 Pierres qui avait été lancée, souvenez-vous, pas plus tard que la semaine dernière. On s'arrête aussi sur la tournée du pape Léon XIV au Proche-Orient. Et après la Turquie, il est arrivé ce dimanche au Liban. Vous le voyez avec, nous dit le Vatican, un message de paix. Hier d'ailleurs, le Hezbollah avait publié un message exhortant le souverain pontife à dénoncer, je cite, l'injustice et l'agression qu'Israël ferait subir au Liban. On va donc écouter Léon XIV dans l'avion qui le menait à Beyrouth. Depuis plusieurs années, le Saint-Siège soutient publiquement la solution à 2 États. Nous savons qu'à l'heure actuelle, Israël n'accepte pas cette solution, mais nous la considérons comme la seule qui pourrait offrir une issue au conflit qu'ils vivent de manière continue. Nous sommes aussi les amis d'Israël et nous essayons, disons, avec les 2 parties, d'être une voie de médiation qui puisse aider à nous rapprocher d'une solution juste pour tous. Voilà, Léon XIV et tout cela qui introduit parfaitement notre dossier pour cette nouvelle semaine. 2000 ans de tensions, de divisions, de persécutions. D'où vient la zizanie entre chrétiens et juifs? Pourtant, à l'origine, la brouille se déroulait en Judée. Elle était interne au judaïsme, mais depuis l'Antiquité, le bras de fer entre Rome et Jérusalem n'est pas uniquement théologique ou religieux, il est aussi politique, voire géopolitique. Il touche à 2 visions du monde, de l'humanité, du divin. Alors pourquoi cette discorde a-t-elle débouché sur tant de haine et de massacres anti-juifs? Premier volet ce soir qui nous ramène aux racines de la discorde, un sujet signé Mathieu Winding. Pendant près de 2 millénaires, les relations entre le christianisme et le judaïsme ont oscillé entre la fascination et l'incompréhension, et parfois même l'hostilité. Pour comprendre ces tensions, il faut remonter aux toutes premières années de notre ère. Au départ, il n'y a pas de religion, il n'y a qu'un seul monde, le judaïsme du second temps. Jésus et ses disciples sont juifs, enracinés dans les pratiques et les débats de leur époque. Le mouvement naissant se veut une branche interne du judaïsme, un courant parmi d'autres. Mais très vite, 2 questions vont créer une rupture, qui est Jésus et à qui s'adresse son message. Pour les premiers chrétiens, Jésus est le Messie, parfois même le Fils de Dieu. Pour la majorité des autorités rabbiniques, ces affirmations sont inacceptables. Lorsque Paul, autour de l'an 50, ouvre le mouvement aux non-juifs sans exiger la circoncision ni l'observance stricte de la loi, la séparation s'accélère. Les 2 visions sont de plus en plus distinctes. Au IIe siècle, les premiers conciles chrétiens fixent une théologie indépendante. Souvent, en opposition au judaïsme, on affirme que l'Église remplace Israël dans la promesse divine. C'est la théologie de la substitution.
Elle va profondément marquer les siècles suivants, quand le Second Temple est détruit en 70, puis quand les Juifs sont exilés de leur terre après 135, les deux traditions prennent des chemins irréversibles. Le judaïsme reste fidèle à l'étude de la Torah et des lois rabbiniques, le christianisme s'étend dans l'Empire, puis en Europe, porté par un récit qui oppose l'ancien Israël au nouveau. À cela s'ajoute une idée qui pèsera longtemps, l'accusation de déicide, l'idée que les Juifs auraient tué le Christ, une accusation qui au fil du temps va alimenter le rejet, les stéréotypes et les violences. Puis survient un tournant décisif, l'Empire romain se convertit, au IVe siècle avec l'empereur Constantin, le christianisme devient religion officielle. Dès lors, ce n'est plus un petit courant spirituel face au judaïsme, c'est la puissance impériale. Les mesures restrictives se multiplient, les débats théologiques deviennent politiques. L'Église se construit aussi contre le judaïsme pour se définir elle-même. Pendant des siècles, cette architecture doctrinale alimentera défis, préjugés et polémiques. Le ressentiment de l'Église culminera avec des violences extrêmes, des persécutions, les croisades accompagnées de massacres de communautés juives ou encore l'Inquisition. C'est ce paradoxe de la proximité extrême des origines à la rupture profonde qui a façonné 2000 ans d'une relation complexe. Il est avec nous, Mathieu Winding. Bonsoir Mathieu, et merci, c'est vous qui signez ce dossier aujourd'hui. Alors pour illustrer ce dossier, rien de mieux qu'une anecdote qui nous ramène à la réalité de ce rapport entre l'Église et le judaïsme il y a environ 800 ans de cela. Et oui David, il s'agit de la disputation de Barcelone en 1263. C'est un débat au XIIIe siècle qui se déroule à la cour du roi d'Aragon, en Catalogne donc, et c'est un moment crucial dans l'histoire de la relation entre le judaïsme et la chrétienté. Il oppose d'un côté une équipe menée par un frère dominicain, Paolo Cristiani, à l'un des plus grands rabbins de l'époque, Moshe ben Narman, connu également sous les noms de Ramban ou de Narmanide. Donc Paolo Cristiani, ce n'est pas son nom de naissance, il est dans une famille juive, et après son intégration à l'ordre des dominicains, il lutte pour faire interdire le Talmud. C'est lui qui convainc le roi d'Aragon d'organiser un débat dont le but est d'invalider le Talmud et de démontrer que le Messie était déjà venu et que son nom est Jésus-Christ. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme ça, car il a face à lui le rabbin Moshe ben Narman. C'est un philosophe, un kabbaliste, un médecin. À noter que s'il est médecin, c'est parce qu'il ne veut pas vivre de la Torah. Cet homme a un savoir, une éloquence hors pair. Et s'il accepte de débattre, c'est seulement et seulement si sa liberté de parole est totale. Et cette liberté de parole, il l'use, car au cours des 4 jours de débat, il l'emporte. Il démontre donc que le Messie est encore à venir. Le roi lui-même reconnaît la victoire du Ramban, et à contre-cœur, il lui dit « Jamais une mauvaise cause n'a été aussi noblement défendue ». Il lui décerne aussi un prix de 300 pièces d'or. Cependant, les dominicains crient victoire, ce qui pousse le rabbin à publier ses arguments, ce qui attise la colère des dominicains, qui se trouvent plus puissants que le roi. Des livres sont censurés, voire brûlés. C'est le début de persécution, c'est le début d'une période de conversion forcée, et pour certains historiens, c'est même un prélude à l'Inquisition. Alors, pour le Ramban, il doit prendre le chemin de l'exil, car le roi ne peut plus le protéger. Il arrive très âgé en Israël. Malgré cela, il fait construire des synagogues, il écrit et donne des cours. Et le lieu de sa sépulture, que ce soit Hebron ou Haïfa, c'est le sujet d'un autre débat. Effectivement, en tout cas une figure incontournable. Merci beaucoup Mathieu Winding pour cet éclairage. On va aller plus loin ce soir avec un expert des relations justement entre l'Église et le judaïsme. C'est le père Alexandre Comte. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes délégué national de la conférence des évêques de France pour les relations avec le judaïsme. On va revenir justement 2000 ans en arrière. À la base, on parle quand même d'une querelle interne au judaïsme. Comment a-t-elle pu prendre une telle dimension d'après vous à l'échelle mondiale, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs ? Je voudrais d'abord féliciter la présentation qui vient d'être faite. Elle est très juste, elle est très précise. Tout au départ, Jésus est juif, tous ses disciples sont juifs, et les évangiles, le récit évangélique, même tout le Nouveau Testament, font partie de la littérature juive du 1er siècle. Et c'est quelque chose que la recherche universitaire récente de ces dernières décennies a permis de bien confirmer. Et c'est notamment tous les fruits du travail universitaire en Israël, les recherches qui sont faites sur les évangiles pour réintégrer cette littérature à la grande littérature juive du 1er siècle. Donc au départ, on est vraiment dans un milieu juif, c'est une discussion juive, tous les acteurs sont juifs, et la question qui est posée, c'est mais qui est Jésus
est-ce qu'il est le Messie d'Israël, oui ou non? Et des Juifs vont le reconnaître comme le Messie, d'autres non. Et pendant de nombreuses décennies, malgré ces réponses différentes à la personne de Jésus, eh bien, les différentes communautés juives, qu'elles reconnaissent Jésus comme le Messie ou qu'elles ne le reconnaissent pas, vont continuer à vivre ensemble, à prier ensemble, à prier au temple de Jérusalem ensemble, à vivre la prière synagogale ensemble. Et le tournant, quand même, est-ce que c'est sous Constantin, c'est-à-dire au IVe siècle environ? Et là, il y a un avant et un après en termes de relation, si on peut dire, entre l'Église et le judaïsme, même si c'était déjà compliqué auparavant. Oui, vous avez raison. L'avènement d'un empereur qui reconnaît comme sa propre religion le christianisme va changer la donne, puisque les chrétiens qui étaient minoritaires vont être reconnus comme la religion officielle. Mais la question, elle est bien antérieure à Constantin. Les historiens aujourd'hui situent la séparation entre ce qu'on va appeler dorénavant l'Église et la synagogue au milieu du IIe siècle, vers 150. Et donc entre la vie de Jésus au début du 1er siècle et le milieu du IIe siècle, il y a vraiment une vie commune ou parallèle, mais sans séparation. Donc il faut du temps pour que les deux communautés se séparent, pour que les deux communautés juives se séparent. Et on peut dire que avant même donc la question de la reconnaissance par l'Empire de la religion chrétienne, au milieu du IIe siècle, il y a un phénomène important, décisif qui a lieu et qui est inattendu. C'est que des non-juifs, ce qu'on appelle des païens, des non-juifs vont accueillir la foi en Jésus, Messie d'Israël. Et ça, c'était inimaginable, d'abord pour les disciples de Jésus. Les apôtres, Saint Pierre, Saint Paul, n'avaient jamais imaginé que des non-juifs puissent croire en Jésus. Et c'est devant le fait accompli, devant le fait que des païens croient que Jésus est le Messie, qu'ils vont devoir penser, réfléchir une cohabitation dans l'Église entre juifs et païens. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des chrétiens aujourd'hui ignorent, mais c'est que pendant une centaine d'années, il y a bien eu dans l'Église une coexistence des juifs et des païens avec des communautés qui étaient, pour certaines, majoritairement constituées de juifs, et puis d'autres avec une part de païens plus importante. Et c'est quand les païens vont prendre de plus en plus de place dans ces communautés chrétiennes qu'il va être plus difficile pour les communautés chrétiennes de reconnaître les racines juives de la foi chrétienne. Et donc, il va y avoir à ce moment-là, vers le milieu du IIe siècle, une lutte vraiment assez virulente entre les chrétiens et les juifs du judaïsme synagogal pour affirmer leur identité respective. Voilà, c'est le paradoxe. Peut-être ça aurait dû rapprocher les communautés, ces non-juifs qui se rapprochent du christianisme. Au final, malheureusement, ça a créé beaucoup de divisions durant des siècles. En tout cas, merci beaucoup pour cet apport et ce témoignage ce soir. Merci à vous, Père Alexandre Comte, en direct de la grande édition ce soir. Allez, petit coup d'accélérateur sur l'actualité. Voici l'info chrono. Qui veut la peau du Premier ministre israélien? Vigilance extrême des services de sécurité en Israël. Moshe Dougman, informaticien de 48 ans, habitant du nord du pays, a été arrêté hier soir pour avoir menacé de tuer Binyamin Netanyahou, ainsi qu'une avocate l'ayant représenté par le passé. La semaine dernière, il avait multiplié les courriels en ce sens à l'adresse de l'avocate. L'individu en question était connu de la justice qui l'avait condamné pour d'autres affaires de menaces également jugées sérieuses.
Le monde du football israélien qui n'échappe pas à la violence. Une cinquantaine de supporters du Maccabi Tel Aviv s'en sont pris à l'entraîneur de leur club fétiche. Des cris, des fumigènes, des appels à la démission visant le Serbe Žarko Lačić. Motif, les 2 récentes humiliations subies jeudi dernier face à l'Olympique Lyonnais, 6-0 en Europa League. Et puis quelques jours plus tôt, 6-2 à domicile face au Beitar Jérusalem. Les émeutiers qui ont tenté de pénétrer dans l'immeuble de l'entraîneur, la police est finalement arrivée sur les lieux. Enfin, ce divorce israélo-polonais, la ville polonaise de Sopot devient la première du pays à rompre son jumelage avec Ashkelon, métropole du sud d'Israël, en raison de la guerre à Gaza. Elle explique sa décision par, je cite, une situation de génocide dans la bande de Gaza. Le résultat de l'initiative d'une élue de gauche et d'une pétition dénonçant, je cite encore, une épuration ethnique à grande échelle qui serait donc menée par Israël. Plusieurs conseillers municipaux ont exprimé leur désaccord. Le jumelage entre les 2 villes remontait à 1993. Et notre page antisémitisme à présent. Cessez-le-feu ou pas, ils continuent donc d'exprimer leur haine d'Israël. Plusieurs milliers de personnes ce week-end qui sont descendues encore dans plusieurs grandes capitales européennes, dont Madrid et Paris. Drapeau palestinien, slogan virulent, ces manifestants réclament des sanctions contre Israël. Et à Paris, donc, certains vont plus loin, appellent à la lutte armée, appellent à la libération de Jérusalem pour en faire la capitale du monde musulman. Parmi les participants, eh bien, des figures de la gauche comme Jean-Luc Mélenchon. On va retrouver à Paris ce soir Anna Papiachvili, notre correspondante. Bonsoir Anna, vous nous racontez cette journée mouvementée. Bonsoir. Oui, c'était samedi à l'occasion de cette journée internationale en solidarité avec la Palestine qu'une foule dense a défilé dans les rues de Paris. Et dans cette manifestation, plusieurs appels à la lutte, à la résistance armée ont résonné dans les rues de la capitale. Donc lors de ce rassemblement, selon des vidéos qui ont été diffusées notamment par l'association The Truth et relayées par de nombreux comptes sur X comme le compte jugé coupable. Dans ce cortège, on peut voir Elias Dimzalen, dont le gouvernement français a gelé les avoirs pendant 6 mois et qui a été condamné à de la prison avec sursis pour avoir appelé à mener l'intifada en France. Eh bien, pendant ce rassemblement, il a affirmé être poursuivi pour avoir parlé du génocide et appelé à la libération de la Palestine. Et puis, il a ensuite promis que Jérusalem, je cite, sera libérée et deviendra la capitale du monde musulman et de tous les révolutionnaires. Et puis, sur une autre vidéo, c'est une autre personnalité, c'est Omar Al-Soumi, le cofondateur et le porte-parole de l'ONG, du collectif Urgence Palestine, qui sera par ailleurs jugé en mai 2026 pour apologie du terrorisme, qui lui s'est exprimé aussi. Il dit « On va continuer de se battre pour la libération de toute la Palestine avec Al-Quds comme capitale ». Des propos qui interviennent alors que justement Urgence Palestine fait l'objet d'une procédure de dissolution qui a été engagée par les autorités françaises qui l'accusent notamment de légitimer des actions violentes. Merci beaucoup Anna Papiachvili pour ces précisions ce soir en direct de nos studios parisiens. On a le plaisir d'interroger ce soir Céline Pina. Merci de nous rejoindre. Vous êtes chroniqueuse, vous êtes auteure et journaliste sur Causeur, notamment CNews ou encore Sud Radio. Alors à Paris, donc, appel quand même à l'insurrection, appel à la lutte armée lors de ce rassemblement pro-palestinien. Ces manifestants prônent la violence en France, mais contre qui d'après vous ? Alors, ce n'est pas la première fois qu'on appelle à la violence dans les rues de Paris. Ça devient vraiment rhétorique et c'est de plus en plus fréquent. Et la violence contre qui ? Elle est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le mouvement indigéniste décolonial qui rejoint l'islamisme et le mariage se fait via l'antisémitisme. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer que tous les Blancs, tous les Occidentaux, tous ceux qui ont notre manière de vivre, notre façon d'être et de penser, donc des gens qui se battent pour l'égalité et la liberté, sont tous en fait d'ignobles colons dont les valeurs sont perverties et que le monde musulman doit purger. Et donc ce sont des appels à la fois à la prise de pouvoir, mais derrière cette prise de pouvoir, il y a une logique d'épuration et d'élimination, il y a une violence totale. Et cet appel-là est recouvert par le drapeau palestinien qui est aujourd'hui de plus en plus un appel à la guerre et j'allais dire à la violence intercommunautaire et pas du tout une demande de reconnaissance d'un quelconque peuple si encore il existe. Là, on a vraiment le drapeau palestinien devient un instrument de violence et d'appel à la prise de pouvoir
en Occident et particulièrement en France. Ouais, donc là, Israël qui cristallise cette poussée anticoloniale. Alors, on a entendu quand même Jérusalem, capitale du monde musulman. C'est la démonstration que pour ces gens, quelque part, il n'y a pas de place pour les Juifs à Jérusalem, il n'y a pas de place pour la coexistence. Les masques tombent, là, encore une fois. Il y a de la place pour personne dans ce monde-là. C'est un monde qui est totalitaire. Dans le monde des nazis, il n'y avait pas de place pour autre chose que les Aryens. Dans le monde des islamistes, il n'y a pas de place pour autre que les islamistes. Même les musulmans peuvent être considérés comme pas assez musulmans et mériter d'être épurés. On est quand même en face d'une folie totalitaire qui nous rappelle réellement ce qui s'est passé au XXe siècle, ce qui a mené à la Shoah et à la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis ont fait 60 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale a fait 60 millions de morts. Si des gens pensent réellement que le totalitarisme aujourd'hui peut revenir et ne pas faire de dégâts, ils se trompent. Ils se trompent. Et on pensait peut-être que le cessez-le-feu à Gaza, même s'il est provisoire, même s'il est fragile, ça apaiserait un petit peu les tensions. Pas du tout, là encore une fois. On va continuer ces manifestations, cessez-le-feu ou pas, accord ou pas, arrangement ou pas. Oui, parce que tout cela n'est qu'un prétexte. En fait, si le cessez-le-feu avait dû calmer les choses, il aurait déjà fallu qu'on soit dans une histoire exempte de mensonges. Or, en fait, tout le conflit et la manière dont Israël s'est défendu a été complètement dénaturé. Israël a été accusé de génocide. Il n'y a pas de génocide. Et le pire, c'est que tout le monde le sait. Tous les gens qui maîtrisent à peu près ce qu'ils font savent très bien qu'il n'y a pas eu de génocide. Mais à partir du moment où on a menti, où on a triché et où la vérité n'a plus aucune importance, eh bien, le mensonge perdure. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les accusations de génocide envers Israël, à travers des accusations de non-respect du cessez-le-feu, ne cessent pas, alors que ceux qui n'ont jamais respecté une seule seconde le cessez-le-feu sont bien les adversaires d'Israël en règle générale. À partir du moment où vous n'avez plus aucune obligation de vérité ou de crédibilité, tout est possible et vous ne pouvez pas siffler la fin de la récréation. Voilà, effectivement, en tout cas, tentative d'imposer ce narratif anti-Israël. Merci beaucoup à vous, Céline Pina, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions. Voilà, c'est la fin de cette grande édition. Tout de suite, Myri Maman vous attend pour Regard croisé. Très bonne soirée sur Act24.